la publicité. Ceci en parle, une nouvelle série d'émissions radio mensuelles présentée par CECI Sénégal. CECI, Centre d'études de coopération internationale, est une société canadienne à but non lucratif. Sa principale mission, combattre la pauvreté et l'exclusion sociale. Depuis 1984, CECI travaille, entre autres, au renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles de la société civile, au développement économique durable dans le milieu rural, à la sécurité alimentaire et à l'égalité entre les femmes et les hommes. Abordant des thèmes différents à chaque émission et sur des sujets qui intéressent les femmes et les jeunes Sénégalais, une animatrice s'entretient avec des spécialistes du CECI Sénégal. Notre rendez-vous à ne pas manquer. CECI en parle, votre nouvelle émission thématique sur Trade FM 88.1. CECI en parle, une nouvelle série d'émissions radio mensuelles présentées par CECI Sénégal. À chaque CECI, Centre d'études de coopération internationale, est une société canadienne à but non lucratif. Sa principale mission, combattre la pauvreté et l'exclusion sociale. Depuis 1984, CECI travaille... Trade FM 88.1, première radio économique du Sénégal. Une nouvelle série d'émissions radio mensuelles présentées par CECI Sénégal. CECI, Centre d'études de coopération internationale, est une société canadienne à but non lucratif. Sa principale mission, combattre la pauvreté et l'exclusion sociale. Depuis 1984, CECI travaille, entre autres, au renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles de la société civile, au développement économique durable dans le milieu rural, à la sécurité alimentaire et à l'égalité entre les femmes et les hommes. Abordant des thèmes différents à chaque émission et sur des sujets qui intéressent les femmes et les jeunes Sénégalais, une animatrice s'entretient avec des spécialistes du CECI Sénégal. Notre rendez-vous à ne pas manquer. CECI en parle, votre nouvelle émission thématique sur Trade FM 88.1. Vous suivez les programmes de la Trade FM et bienvenue à votre nouvelle émission CECI en parle. C'est une série de 4 émissions que la Trade FM, avec son partenaire CECI, Centre canadien d'études et de coopération internationale, vous propose. Et ce sera chaque premier mardi du mois jusqu'en décembre prochain. Comme vous le savez, établi au Sénégal depuis 1984, CECI œuvre notamment dans le renforcement du développement économique durable en milieu rural. CECI œuvre aussi dans la sécurité alimentaire et l'égalité entre hommes et femmes. Justement, sur cette dernière ambition, sur les droits des femmes et des jeunes filles, une des thématiques que nous allons aborder tout à l'heure avec nos invités. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce studio Madame Warren Ndiaye. Bonjour Madame Ndiaye. Vous êtes la chef de projet VLF Sénégal. VLF, comprenez voix et leadership donc des femmes au Sénégal. Madame Ndiaye, bonjour et merci d'être là. Bonjour, c'est un plaisir et un honneur pour moi d'être Vous n'êtes pas la seule dans ce studio. On est accompagné de Madame Dialikatou Barry. Vous êtes également volontaire, conseillère en gestion entrepreneuriat féminin au CECI. Madame Barry ou Madame Diallo, bonjour. Bonjour Madame, c'est un plaisir et un honneur d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler de la problématique sur le renforcement économique des femmes au Sénégal. Alors, on va respecter la parité. Il y a aussi un homme qui nous accompagne. Il s'agit de Monsieur Souleymane Ba. Vous êtes également volontaire et conseiller en engagement et inclusion des jeunes en agriculture à cet organisme de CECI. Bonjour, Monsieur Ba, et merci d'être là. Oui, bonjour, Madame Diallo. Alors, c'est un plaisir aussi d'être là et merci de l'invitation. D'accord. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons nous intéresser d'abord au centre CECI pour les auditeurs et téléspectateurs, puisque nous sommes aussi suivis via tradefm.net. En quelques mots, Monsieur Ba, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi le CECI, nous présenter en quelques mots l'organisme, quelle est sa mission principale? Alors, merci à tous. Le CECI, c'est un organisme de coopération internationale qui combat la pauvreté, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, l'exclusion et les inégalités, à travers des projets, des programmes que nous déployons dans plusieurs pays. Donc, le CECI international a vu le jour depuis 1958. Et si nous revenons au niveau du Sénégal, donc le CECI Sénégal est installé au Sénégal depuis 1984, où nous déployons aussi des programmes et des projets pour essayer de combattre la pauvreté, l'exclusion et les inégalités. Et
Et voilà un peu la mission du CCI en général. Cela fait 37 ans déjà que ceci existe au Sénégal. On sait que vous intervenez dans une quarantaine de pays dans le monde entier. Mais dites-nous, quelles sont les zones dans lesquelles vous intervenez au Sénégal, mais également les domaines d'intervention, c'est quoi? Donc, on est dans 9 zones d'intervention au Sénégal. 9 régions, vous 9 voulez régions, dire? pardon. Alors, principalement, il y a Dakar, il y a Thiès, il y a Kaolack, il y a Saint-Louis, il y a Kédougou, il y a Matam, il y a Kolda, et puis il y a Sédhiou. D'accord. Pourquoi vous avez choisi ces 9 régions au lieu des 14? Donc, les domaines d'intervention, comme vous l'avez mentionné, nous intervenons dans le développement économique et social. C'est très important. Donc, ceci, depuis plusieurs années, déploie des programmes structurants avec des valeurs de la bonne gouvernance, parce qu'on veut lutter contre la sécurité alimentaire, les droits humains également au niveau de l'équité, l'égalité femmes-hommes, et également au niveau de l'appui et l'inclusion des jeunes et des femmes en agriculture. Voilà un peu les différents programmes diversifiés que nous déployons dans le pays. Parce qu'au fond, si on prend par exemple l'exemple de Matam, c'est la sécurité alimentaire où on a des projets pour essayer de combattre la sécurité alimentaire, également d'appuyer des femmes et des hommes, ainsi que des jeunes, pour éviter l'exode rural et d'appuyer un peu la sécurité alimentaire. D'accord. Vos projets sont tellement intéressants que tout le monde veut en bénéficier. Est-ce que CCI Sénégal compte s'élargir dans tout le territoire national? Oui, c'est un défi. Alors aujourd'hui, le CCI Sénégal, on mise à l'autonomisation du CCI Sénégal, un CCI Sénégal respectueux des valeurs de la bonne gouvernance, capable en fait de déployer et de développer des programmes innovants et structurants, adéquats avec les pouvoirs publics. C'est important parce que c'est nos partenaires stratégiques et en vue de contribuer à un changement socio-économique avec une approche d'équité, d'égalité et d'inclusion. D'accord. Donc, nous pensons possiblement avec tous nos appuis, tous nos bailleurs, d'étendre nos actions de développement à l'étendue du pays. D'accord. Au fur et à mesure de nos questions, les auditeurs vont comprendre davantage vos différentes activités que vous menez au sein de cet organisme. Maintenant, intéressons-nous donc au sujet qui nous réunit aujourd'hui. On va démarrer par la première thématique, c'est les droits des femmes et des jeunes filles, avec Madame Warren Ndiaye. Je rappelle que vous êtes la chef de projet VLF, Voix et Leadership des femmes au sein de CCI. Alors, Madame Warren Ndiaye, quand vous entendez droits des femmes et des jeunes filles, que vous inspire cette thématique? Cette thématique, droits des femmes et des jeunes filles, m'inspire à l'amélioration des conditions de nos communautés à travers le Sénégal, déjà et à travers le monde. Parce qu'améliorer les droits des femmes, c'est tout simplement améliorer les conditions autour desquelles elles vivent, améliorer la qualité de vie, les conditions de travail, les conditions, en tout cas, au sein de toutes les communautés, en vue d'améliorer justement la vie de nos communautés en général. Cela m'inspire aux instruments internationaux, régionaux ou nationaux qui régissent ces droits. D'accord. Justement, est-ce que vous pouvez nous dire si au Sénégal, il existe un cadre législatif dédié exclusivement aux femmes? Absolument, nous en avons. Nous avons un certain nombre d'instruments au niveau national. Si nous allons déjà vers la loi sur la parité de 2010, nous avons la SNEG, nous avions la SNEG 1, la SNEG 2, qui est la stratégie nationale d'équité et d'égalité de genre mise en œuvre par le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants. Nous avons le Sénégal émergent, le plan Sénégal émergent. Nous avons un certain nombre d'instruments au niveau national qui régissent cette question de droits des femmes et des jeunes filles qui, malheureusement, ne sont pas très bien connus. Si connus, ne sont pas bien implémentés et mériteraient davantage de travail, de promotion sur ces points-là. Justement, pour une meilleure assimilation des femmes et des jeunes filles, qu'est-ce que le CCI fait par rapport à ça?
Par rapport à cela, bon, je sais que M. Ba a donné un aperçu global du projet du ceci. Et au sein de ceci, il faut le dire, nous avons un certain nombre de projets qui sont implémentés. Et moi, comme vous le savez, je pilote le projet VLF, qui est un projet qui existe dans 34 pays à travers le monde pour améliorer les droits des femmes et des jeunes filles. Et à ce stade, nous travaillons vraiment avec des organisations de la société civile de femmes. Nous en travaillons avec 20 associations et 5 réseaux. Tout cela dans l'optimisation, en tout cas, du plaidoyer que les organisations devraient faire pour adresser des questions promptes, vraiment et pressantes relatives aux droits des femmes en général ici au Sénégal. Donc, nous renforçons leur capacité au niveau institutionnel parce que ces organisations de femmes qui sont à la base, qui prennent en compte les questions de santé, améliorer la santé maternelle, la santé reproductive. Ces organisations de femmes qui travaillent sur des questions comme l'éducation, à savoir avoir davantage de jeunes filles à l'école, avoir par exemple les femmes qui sont à l'université. Là, je lance un petit tuyau à la COFILEF, la convergence des femmes universitaires. Les femmes qui vont jusqu'à l'université, comment s'assurer qu'elles restent à l'université? Celles qui sont des doctorantes, comment s'assurer qu'elles aient les moyens et qu'elles soient dans les conditions qui peuvent leur permettre de mettre en œuvre leurs recherches. Nous avons les questions de VBG, les femmes qui travaillent sur les violences basées sur le genre. Bien entendu, les questions de violences basées sur le genre sont transversales. On en parle dans le milieu professionnel, c'est à la maison, c'est dans les communautés, c'est de différentes formes. Mais foncièrement, VBG, c'est les violences que les femmes vivent au sein de leur communauté, au sein les violences domestiques, les viols que nous voyons de plus en plus dans les faits divers. Nous avons les questions de paix et sécurité. Comment assurer l'optimisation de la sécurité humaine, sanitaire à travers le Sénégal. Les questions économiques, je ne vais pas aller à l'intérieur parce que je sais que ma collègue va en parler. Il y a Mme Barry qui va en parler tout à l'heure. Exactement. Et surtout, nous venons vers des questions pressantes comme les questions minières et gazières. Donc, tout cela amène l'aspect holistique des droits des femmes et des jeunes filles. Comment prendre en compte ces préoccupations et tout cet ensemble d'éléments. Ces femmes travaillent sur ces différentes thématiques-là. Et ce sont des femmes que nous accompagnons dans ce processus. Mais Mme Ndiaye, est-ce que vous sentez que les femmes et les filles sont conscientes de leurs droits? Je pense qu'elles en sont conscientes. Maintenant, est-ce qu'elles savent qu'il y a des instruments, comme on en parlait tout à l'heure, qui régissent ces droits-là? Est-ce qu'elles ont les capacités de jouir de ces droits? Je pense que ça, c'est une autre question. Mais savoir qu'elles ont des droits, oui, elles savent qu'elles ont des droits. Bien entendu, quand on va dans des coins les plus reculés, le droit, ça se rediscute. Les femmes rediscutent vraiment c'est quoi leurs droits. Mais en général, les femmes savent qu'elles ont des droits. Parce que pour revenir à la base, définir le droit à la base, vraiment à son aspect le plus simple, on revient vers la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit tout simplement que les hommes et les femmes sont égaux. Et donc, le droit de vivre, de manger, de jouir en tout cas de ses besoins les plus basiques, les femmes savent qu'elles ont leurs droits. Maintenant, comment bénéficier de ces droits, ça c'est une autre question. Mais si on entend parler de droits de l'homme, mais y a-t-il une différence entre droits de l'homme et droits de la femme? Y a-t-il une nette différence? Il n'y a pas de différence pour commencer parce que j'ai cité déjà la Déclaration universelle des droits de l'homme qui, si on regarde un peu les instruments que nous avons, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme commence peut-être parmi les instruments que nous citons en général, bien qu'avant cela, nous avons peut-être le Kurukan Fuga, la charte du Mandé, si nous voulons aller un peu plus derrière. Et cette déclaration nous dit tout simplement, comme je le disais, qu'il n'y a pas de différence entre les droits des femmes et des hommes. Maintenant, de plus en plus, on dit les droits humains. Parce que pour enlever cette nuance que quand on dit les droits de l'homme, on assume que c'est le masculin et pas nécessairement le féminin. On parle maintenant de droits humains pour adresser cet aspect holistique. D'accord, pour généraliser. Mais aussi, il y a aussi la méconnaissance
des textes ou encore la sous-représentation des femmes au sein même des instances de décision. Ça, c'est le constat que tout le monde a fait, même les chercheurs notamment. Cette situation, donc cette décision n'a-t-elle pas donc accentué cette situation à voir, par exemple, les femmes se limiter à l'accès à la terre, avoir des limites à l'accès au financement, même dans la sphère politique également? Dans toutes les sphères. Faire aussi ce constat? Ce constat a été fait et c'est l'essence même du projet Voix et Leadership des femmes au Sénégal. Au-delà d'améliorer leur santé, l'éducation, etc., c'est s'assurer qu'elles soient fortement représentées dans les instances de prise de décision. Parce qu'on a beau dire le manque de lois ou le manque d'implémentation de lois améliorant les conditions des femmes contribue aux difficultés ou la précarité des vies des populations à la base. Et donc, pour nous, il est absolument important d'adresser la sous-représentativité des femmes dans toutes les instances. En parlant d'instances, nous savons que nous allons vers les élections locales en 2022. Il est absolument important que les femmes soient représentées dans toutes les sphères pour, encore une fois, améliorer les conditions de nos communautés. D'accord. Croyez-vous que les considérations des fois d'ordre traditionnel ou culturel peuvent expliquer cette situation que vous venez de souligner? Cela ça fait partie des éléments, des facteurs que l'on pourrait considérer, mais ce ne sont pas les seuls facteurs et ils ne sont pas toujours des facteurs négatifs. Parce que nous le savons, nous sommes dans une société africaine qui a des valeurs, qui a des aspects très positifs sur lesquels nous devons nous alimenter pour pouvoir faire avancer nos sociétés. N'empêche, certains facteurs, en tout cas, se nourrissent des éléments négatifs de nos sociétés africaines et sénégalaises en particulier, pour pouvoir enfreindre à la femme les droits dont elle devrait jouir dans la société au sein de toutes les instances. Vous êtes conscient de cette situation que vivent les femmes et les jeunes filles au Sénégal. C'est d'ailleurs c'est la raison pour laquelle le CECI développe des projets dans le domaine agricole. On peut citer le projet phare Femmes Agriculture Résiliente, on peut citer le projet GIR, Jardin Intégré de Résilience, ou encore le projet VLF dont vous êtes la chef. En quoi justement consiste ce projet VLF et quelle est sa particularité vis-à-vis des autres projets déjà existants? Le projet VLF Sénégal, il est particulier en ce sens que déjà, il accompagne 25 organisations de la société civile de femmes, je l'ai dit tout à l'heure, pour adresser les offres de services sur les différentes thématiques VBG, paix, sécurité, renforcement économique des femmes. Mais et surtout, il accompagne les organisations de femmes en leur donnant les outils. Il y a des organisations qui existent depuis une trentaine d'années qui ont peut-être des difficultés à avoir des projets avec des bailleurs, écrivent des projets, les envoient et nous disent, mais vous savez, nous on écrit tout le temps, mais on nous dit rien. C'est-à-dire qu'on nous dit même pas, on vous donne pas l'argent parce que, etc. Et lorsque nous faisons le diagnostic de ces organisations, nous allons au fin fond des organisations pour voir les manquements. Et donc, nous les accompagnons déjà avec les outils qui sont importants pour assurer la pérennisation de leurs initiatives, comme les manuels de procédure, les stratégies de suivi-évaluation, les stratégies de communication, pour assurer leur visibilité. Donc, cette aide que vous apportez aux femmes et aux jeunes filles, elle est d'ordre financier, mais aussi pédagogique. Technique, financier et vraiment cette synergie d'action que nous promouvons pour que toutes les organisations travaillent ensemble. Parce que nous savons qu'une seule organisation ne peut pas améliorer les droits des femmes et des jeunes filles. Il faut travailler en synergie et nous mettons en exergue cet aspect synergique. Nous avons un fonds, et c'est peut-être l'occasion de le mentionner, qui s'appelle le Fonds rapide et réactif, qui vise à appuyer aussi des organisations non partenaires de la société civile de femmes, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler davantage pour faire bénéficier à ces fonds. Justement, c'est la question suivante. Comment font-elles pour pouvoir bénéficier de ce projet et y a-t-il des conditions d'éligibilité?
Il y a des conditions d'éligibilité. En général, nous demandons à ce que l'organisation ait un récépissé, que l'organisation soit reconnue juridiquement. C'est des GIE, c'est des associations féminines. Exactement. Il faut qu'ils s'organisent pour pouvoir bénéficier de ça. Exactement. Il faudrait que l'organisation, si c'est un réseau, soit existant depuis au moins 2 ans. Si c'est une organisation en général, soit existante depuis au moins 3 ans. Il y a un certain nombre de critères qui ne sont pas exclusifs, qui ne limitent pas en tout cas l'accompagnement que nous donnons aux organisations. Et là, nous ne leur donnons pas seulement les fonds, mais nous les accompagnons également au niveau technique pour qu'elles puissent développer un plan de mise en œuvre de leur initiative. Nous les accompagnons vraiment dans tout le processus de mise en œuvre de leurs activités. Et surtout, la prise en compte du plaidoyer. Nous parlons beaucoup de lois, comme la loi criminalisant le viol. Nous avons un certain nombre de dispositifs au niveau national. Maintenant, comment nous assurer que ces lois sont mises en œuvre? Comment nous assurer que d'autres discriminations à l'égard des femmes et des jeunes filles, comme par exemple l'âge légal du mariage, ce sont des éléments sur lesquels les femmes sont en train de travailler en ce moment. Comment nous assurer que les femmes parlent d'une seule voix, viennent ensemble pour faire des plaidoyers et faire entendre leur voix auprès des preneurs de décision. Pour que les choses à la base changent, il faudrait que des lois soient soit votées ou implémentées d'une meilleure façon. Vous êtes dans 9 régions, comme l'avait souligné tout à l'heure M. Souleymane Ba. Est-ce que toutes les femmes issues de ces 9 régions ont déjà bénéficié de ce projet VLF ou bien il y en a qui ne bénéficiaient pas encore de ce projet? Je dois dire que M. Ba tout à l'heure, quand il parlait, je pense que certes le ceci, mais je pense qu'il s'est un peu plus appesanti sur l'initiative qu'il couvre avec les organisations au niveau avec la CNCR, etc. Mais le projet VLF couvre l'ensemble des 14 régions du Sénégal. Donc, nous avons vraiment financé un certain nombre d'initiatives. Par exemple, avec la COVID, nous avons financé à hauteur de 400 000 $ canadiens, à savoir 171 millions de francs CFA, des initiatives de renforcement économique de femmes, de sensibilisation, d'accompagnement psychosocial des femmes personnelles de santé. L'année dernière, à elle seule, nous avons financé les plans de nos 25 organisations à hauteur de plus de 200 millions de francs CFA. Et le projet, je dois le dire, est particulier en ce sens que c'est un projet de 2,6 milliards. Nous le disons, ce n'est pas un secret, tout simplement parce qu'il est tellement spécial qu'il veut que plus de la moitié de ce fonds aille directement vers les organisations de femmes. Donc c'est vraiment un projet qui favorise le financement des initiatives des organisations de la société civile. Et pourquoi? Tout simplement pour améliorer les conditions des populations à la base. Avant de donner la parole à Mme Dialikatou Barry, j'aimerais vous poser cette question quand même. Comment ce projet VLF vient-il s'adresser les questions liées aux droits des femmes et des jeunes filles? C'est l'essence même du projet. Tout à l'heure, en parlant de toutes les thématiques que nous appelons les thématiques d'offres de services que sont la santé, j'aime bien le rappeler parce que les femmes travaillent sur différents volets. Les organisations avec lesquelles nous travaillons vraiment ont une panoplie de thématiques, mais nous avons fait une recherche pour pouvoir synthétiser ces différentes thématiques et faire ressortir les thématiques phares. Et ce sont ces 5 thématiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis après, vous avez des thématiques comme les questions des femmes rurales, les femmes éleveurs, et la question minière et gazière qui reviennent. Et donc, pour nous, c'est l'amélioration des droits, c'est l'essence même du projet. Améliorer les conditions des femmes à travers ces différentes thématiques. Comment s'assurer que les femmes aient une meilleure santé maternelle et de meilleurs soins et de meilleures infrastructures. Lorsqu'une femme a vécu un viol, comment s'assurer qu'il y ait une chaîne de valeur qui permette à la femme et un dispositif qui lui permet d'avoir accès aux services et à ce qu'elle soit accompagnée aussi de façon psychosociale, etc. Comment nous assurer que l'éducation est prise en compte davantage pour les jeunes femmes, que les femmes soient dans des conditions qui favorisent qu'elles excellent à l'école et surtout qu'elles puissent s'améliorer dans les matières scientifiques parce que nous savons que ces questions sont très importantes. Donc, la question des droits des femmes
femme dans son ensemble, c'est vraiment le dada du verre. D'accord. Alors, la transition est toute trouvée pour parler justement de l'amélioration du pouvoir économique des femmes. La question va s'adresser à Mme Dialikatou Barry Diallo. Alors, vous êtes conseiller en gestion entrepreneuriat féminin, volontaire également au CECI. Justement, Mme Barry, pourquoi le Centre canadien d'études et de coopération internationale utilise l'amélioration du pouvoir économique des femmes comme un levier de développement de la société, mais également comme moyen de réduction des inégalités? OK, il faut rappeler que avec le CECI, c'est une longue tradition. Depuis sa création en 1958, comme a dit M. Souleymane Ba, le CECI appuie et contribue pour la promotion des projets visant à l'autonomisation de la femme, que ce soit des projets spécifiques aux femmes ou transversales pour la réduction des inégalités dans la société. Et aussi l'égalité du genre, l'autonomisation de la femme et toutes sortes de combats contre toutes sortes de discriminations sont les éléments fondamentaux du CECI pour un développement durable et inclusif. Et aussi, par rapport à la mission du CECI qui est la lutte efficace contre la pauvreté et de toute exclusion, l'amélioration du pouvoir économique de la femme est une thématique et un paramètre très important dans le développement de la société, surtout quand on prend le cas du Sénégal où les femmes représentent quand même plus de la moitié de la population et malheureusement, c'est les plus pauvres. Et quand on prend le rapport sous le recensement général de 2013, on dénombre plus d'1,5 million de ménages dans lesquels il y a au moins 35% des ménages sont pauvres et on trouve que les femmes sont il y a 27% des femmes qui sont des chefs de famille. Donc, ce qui fait que il est important d'utiliser le pouvoir économique des femmes comme un levier de développement. Parce que aussi, quand on parle ici de pouvoir économique des femmes, on parle d'un pouvoir positif. Ce n'est pas un pouvoir sur un autre. Il ne s'agit pas de rapport de domination ou de subordination. C'est par rapport à leurs activités. Oui, c'est par rapport à leurs activités. Dans leurs activités, entre autres. Oui, c'est pourquoi d'ailleurs le CECI a élaboré un positionnement et un modèle d'intervention qui vise à promouvoir l'amélioration du pouvoir économique des femmes. Et ce processus-là fait en sorte que les femmes accèdent, aient plus confiance en elles, qu'ils aient l'estime de soi, qu'ils accèdent aux ressources, qu'ils puissent influer sur le pouvoir économique et social, aussi sur les priorités de développement. Et quelles sont les actions que CECI mène justement sur le terrain pour l'autonomisation de la femme sénégalaise? Est-ce que vous pouvez nous citer un peu des actions concrètes que le CECI mène sur le terrain? Les actions concrètes du CECI sur le terrain au Sénégal sont des actions qui répondent à la définition même de la pauvreté. Parce que la pauvreté, selon un proverbe africain, est non seulement une absence d'avoir, c'est-à-dire les biens matériels et les bénéfices qui en découlent, mais aussi une absence ou un manque de savoir et de savoir-faire. Donc, les connaissances techniques et pour agir sur les choses, mais aussi le pouvoir décisionnel. Donc, le CECI organise des ateliers de renforcement des capacités pour les femmes, pour les doter de moyens techniques et de gestion et de planification de leur activité. Dans le but de la modernisation ou bien? Oui, pour l'accès des fois au financement, par exemple, il y a des ateliers d'élaboration de plans d'affaires, de montage de micro-projets. Et le CECI aussi, par exemple, on a récemment fait en février des projets thématiques sur la résilience face au Covid, où le CECI a non seulement formé les bénéficiaires sur l'élaboration de plans d'affaires, d'accès au financement, mais aussi le CECI les a dotés d'intrants. En ce qui me concerne, avec le réseau Sigid Digen,
qui est un réseau qui a pour mission l'amélioration et le renforcement de la situation de la femme sénégalaise. Nous avons travaillé avec les agricultrices dans 4 régions du Sénégal, à savoir Dakar, Thiès, Tambacounda et Saint-Louis, où il y a eu des formations, 22 bénéficiaires ont été formés. Il y a eu de l'accompagnement avec des dotations en intrants qui les a aidés vraiment à soit consolider leurs revenus, soit il y a eu 4 créations de fermes avicoles ou de relance. D'accord. Est-ce que vous commencez à estimer les impacts de ces actions sur l'amélioration de la situation de ces femmes-là, du point de vue économique, bien sûr? Oui, du point de vue économique, bon, on ne va pas peut-être parler d'impact tout de suite parce que l'impact, c'est à long terme. Mais quand même, on a vu les effets positifs. Comme je disais tout à l'heure, ces actions-là, quand je parle précisément du fonds thématique, il y a eu une consolidation de revenus. Nous avons vu des femmes battantes suite à notre mission de suivi et évaluation sur le terrain, des gens qui avaient vraiment pu bien faire évoluer leur activité et même ils ont eu des idées de pérennisation de leur activité. Aussi bien l'État du Sénégal que le CECI œuvrent à améliorer le pouvoir d'achat des femmes. Est-ce, selon vous, Madame Barry, un objectif réalisable quand on sait qu'en dépit de toutes ces actions-là, nombreuses sont les femmes qui restent quand même dans la précarité, dans la vulnérabilité, dans la pauvreté? Est-ce que c'est un objectif réalisable? Oui, je pense que c'est un objectif réalisable à terme, à condition que tout le monde s'implique. Et parce que, comme a dit Madame Ouré, il y a quand même beaucoup d'institutions ou de programmes favorisant les droits des femmes et des filles au Sénégal. Il y a le plan du Sénégal émergent qui favorise quand même les femmes avec un budget très consistant. Il y a, et le CECI œuvre dans ce sens. Je pense qu'avec une synergie d'action et surtout un changement des mentalités, parce que le CECI a aussi élaboré, comme je vous ai dit, le modèle d'intervention qui repose sur 3 composantes et avec des leviers d'intervention. Certains des leviers sont des leviers non seulement d'accès aux ressources, mais c'est aussi, il y a des leviers de changement, des normes sociaux. Donc, à mon avis, et quand on regarde aussi les rapports du PNUD, on se rend compte que la pauvreté quand même a régressé au Sénégal. Si nous prenons de 34% en 2017 à 31% en 2020. Donc, ce qui fait que je me dis qu'avec une synergie d'action du Sénégal avec ses partenaires, notamment le CECI, on peut quand même changer la vie des gens, parce que moi, j'ai vu des gens j'ai vu des femmes qui étaient vraiment heureuses avec des petites choses, en tout cas, qui avaient un impact quand même considérable sur leur vie. Quels sont aujourd'hui les défis auxquels vous faites face dans vos différentes réalisations? Y a-t-il des défis à relever? Oui, il y a des défis, comme dans toute action. C'est sûr qu'il y a des défis parce que il y a l'ampleur des besoins par rapport à la disponibilité des ressources. Oui. Je veux dire, avec, par exemple, encore le même projet thématique, là, et on pourra peut-être en parler plus longtemps et plus détaillé la prochaine fois, lors de mon émission le 5 octobre. Il y avait des besoins qu'on ne pouvait pas adresser, par exemple. Et, par exemple, l'augmentation des intrants, les équipements de production. Donc, c'est des défis. Et souvent aussi, il y a les limites de formation de ces femmes-là, la viabilité des activités liées au fait qu'ils ont plusieurs tâches à assumer et ils n'ont pas forcément le conseil et l'appui qu'il faut pour le faire.
D'accord, on va en revenir et ce sera le 5 octobre sur la thématique principale, l'amélioration des droits économiques des femmes. Alors, chers auditeurs et internautes, je rappelle que vous écoutez votre émission Ceci en parle. C'est une émission initiée par le Centre d'études et de coopération internationale et nous sommes à la première série de 4 émissions sur Trade FM qu'on va vous présenter jusqu'en décembre. Alors, on va passer maintenant la parole à M. Souleymane Bari. Monsieur Souleymane Ba, il n'y a pas que les femmes, les jeunes aussi s'intéressent de plus en plus dans le secteur agricole, mais le constat, il est unanime. Ces jeunes sont souvent confrontés à des problèmes liés au manque criard d'équipements et de crédit. Souleymane Ba, vous êtes conseiller en engagement et inclusion des jeunes en agriculture au CECI. Avez-vous fait ce même constat? Oui, effectivement, Madame Diallo. Nous déployons pas mal de programmes en lien avec les jeunes. Nous savons qu'au Sénégal, une personne sur 2 a moins de 18 ans. Donc, en matière de développement démographique, un taux de croissance de 3%, c'est très important de miser sur les jeunes parce que les jeunes, c'est un potentiel. Et ce potentiel-là permet un développement économique durable et également un moteur de croissance économique. Donc, voilà un peu un des zones d'intervention que nous, le CECI, nous misons beaucoup et nous avons beaucoup de projets et des programmes thématiques que nous essayons de déployer au sein du pays. Les problèmes que je viens de citer, vous les avez constatés sur le terrain avec ces jeunes qui veulent œuvrer dans le secteur agricole? Donc, il y a un contexte d'incertitude. Donc, nous constatons qu'aujourd'hui, avec le taux de chômage qui avoisine avec les jeunes plus de 38% au Sénégal, avec un taux de croissance, des jeunes diplômés sont dans l'incertitude. Et ça amène une insécurité. Donc, également, nous parlons de la paix, la difficulté pour les jeunes ruraux, par exemple, de construire un avenir décent, un projet de vie. Donc, tous ces aspects-là, nous les constatons et je pense que c'est un point très important qu'il faut prendre en compte dans l'amélioration des conditions. Alors, que fait CECI maintenant pour corriger cette donne-là? Alors, CECI, nous faisons du renforcement des capacités. Donc, un, c'est de regarder et soutenir des jeunes qui sont sans emploi et qui ont, disons, des volontés de développer des projets comme des agripreneurs, par exemple. Nous prenons, par exemple, le contexte agripreneur, des jeunes qui ont la volonté, des jeunes qui ont été nés dans une famille agriculture ou qui n'ont pas, disons, été dans des familles, mais qui ont un potentiel de créer leur propre emploi. Et c'est dans ce contexte-là, nous travaillons avec, par exemple, le CNCR. Nous avons vu, par exemple, le projet AgriJeunes, où nous participons à aider le CNCR. Le CNCR, c'est le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux. Donc, il y a un collège des jeunes où nous appuyons à renforcer la capacité de ces jeunes-là pour essayer d'avoir une identité agricole. Vous comprenez, souvent, c'est qu'on voit un peu dans le monde agricole des jeunes. Il y a des jeunes qui sont issus des familles dont les exploitations familiales avaient un rôle de consommation au début, une sécurité alimentaire, mais aujourd'hui, il y a un appui au niveau de l'incertitude parce que ces parents-là n'ont jamais fait de l'argent et leur avenir est incertain. Donc aussi pour pallier à l'exode rural, l'immigration irrégulière par exemple, tous ces aspects-là, on développe des projets pour appuyer les jeunes agripreneurs pour se doter de ces outils-là, techniques et moyens financiers pour les appuyer dans des projets spécifiques où ils ont leurs projets individuels dans le but d'avoir un emploi décent. Alors, ces projets dont vous venez de citer dans le domaine agricole, est-ce que ça commence à les aider à accroître, par exemple, l'autonomisation économique tout en réduisant les obstacles auxquels ils font face, ces jeunes? Bon, il faut quand même se réjouir de renforcement de capacité. Vous savez, quand on est dans un aspect d'incertitude, où on n'a pas un repère, où par exemple, tu es né dans une famille agricole, où tu as vu ton père, en fait, qui avait un revenu pas décent. Donc, il y a un concept de confiance en soi, de créer son propre emploi où on essaie de développer ces concepts-là de confiance en soi, de développement personnel, de plan de vie. Et également un leadership pour ces jeunes-là, de dire pas seulement le secteur tertiaire qui va me permettre de gagner ma vie, mais je suis capable de créer un emploi, par exemple, qui permet de faire la digitalisation, la commercialisation électronique en agriculture, d'avoir ma ferme. Donc, nous constatons ces aspects-là aujourd'hui que les jeunes essayent de développer des concepts
disons, de capacité de leadership en matière de développer des projets d'envergure pour les permettre d'avoir leur propre emploi et devenir des agripreneurs. Est-ce qu'ils se sont bien structurés, comme l'avait annoncé tout à l'heure Mme Diaye avec son projet VLF? Est-ce que les jeunes s'organisent pour mettre en place une association, un GIE, pour que vos accompagnements aussi ne soient pas vains? Oui. Qu'ils puissent être aussi créateurs d'emplois à leur niveau? Nous avons, par exemple, si nous prenons le Collège des jeunes, où j'appuie les collèges des femmes également du CNCR, nous avons des jeunes agripreneurs. Des jeunes qui sont issus de tous les secteurs d'activité, agro, sylvo, pastoral et halieutique, à l'étendue du pays, où nous les appuyons dans le contexte de soutien. Donc, nous allons les appuyer pour, par exemple, des projets de financement, des plans d'affaires, et structurer un peu leurs projets en matière d'autonomisation en emploi. Donc, c'est ces appuis-là que nous faisons. Et également, nous renforçons leurs capacités dans certains outils techniques, par exemple, le plan d'affaires, disons, le diagnostic organisationnel de ce collège-là. Donc, c'est un peu tous ces programmes que nous mettons en place dans le but de consolider les acquis de ces jeunes-là pour se prendre en charge et également développer des outils, des idées, de créer leur propre emploi pour subvenir à leurs besoins. Mais le problème au Sénégal, M. Ba, c'est que d'aucuns estiment qu'être acteur dans le domaine agricole est synonyme de pauvreté. Qu'est-ce que vous faites pour inciter davantage les jeunes, non seulement à intégrer ce secteur agricole, mais également à changer cette mentalité qu'ont ces jeunes-là? C'est un bon point parce que l'agriculture est synonyme de pauvreté. Oui. Je parlais tout à l'heure des jeunes qui ont été élevés dans une famille d'exploitation familiale, où le premier objectif, c'était de la consommation. Et aujourd'hui, on parle de la commercialisation. Oui. Donc, il y a une notion de diversité. Le problème, c'est qu'il y a un manque de repères, il y a un manque d'identité agricole. Et il faut aller anticiper ces choses-là. Et ça parle de différents acteurs, que ce soit la famille, les pouvoirs publics. Donc, on parle des États. Par exemple, on a vu le projet AgriJeunes qui avoisine dans les 54 milliards actuellement qu'on déploie pour essayer de soutenir les jeunes dans l'employabilité des jeunes. Et puis, l'autre côté, c'est en fait de transmettre ces acquis-là, de croire qu'aujourd'hui, quand on parle de sécurité alimentaire, il y a des gens qui mangent dans leurs assiettes à la maison, mais qui fait ces aliments-là? Donc, il ne faut pas avoir le complexe de cette viabilité agricole pour permettre à ces jeunes de gagner leur vie. Aujourd'hui, les jus qu'on boit ici, c'est des agriculteurs qui ont fait. Mais est-ce qu'on ose développer des concepts qui permettent de transformer ce jus de bissap? Justement, est-ce que vous les accompagnez sur toute la chaîne de valeur ou vous limitez seulement à la production? Actuellement, on fait le renforcement de capacité et nous les appuyons dans des projets spécifiques de transformation, par exemple. Par exemple, il y a des jeunes filles qui sont en agriculture. Aujourd'hui, je développe des projets avec l'Office national de la formation professionnelle pour aider ces femmes-là pour aller dans la transformation de poulet de chair, par exemple, de poulet fumé. Il y a certaines femmes qui veulent être dans la culture foragère, des jeunes filles, des jeunes garçons, que je veux dire par là. Donc, ces accompagnements sont ciblés et qui permettent à ces jeunes de doser des outils pour arriver à avoir confiance en eux et de développer des concepts qui les permettent de gagner leur vie et de ne pas amener ce concept dont on vient de parler, que terre égale à pauvreté, parce que c'est une identité agricole qui permet de gagner la vie, ou meilleur même qu'un secteur tertiaire. D'accord, je vais revenir avec Mme Warren Ndiaye. Tout à l'heure, vous disiez que vous accompagnez les femmes, mais je vois qu'aussi vous aidez la société civile dans le cadre de la formation des organisations féminines. C'est parce que vous pensez qu'il y a des retombées sur l'activité elle-même de la femme sénégalaise. Pourquoi ce choix-là de travailler avec la société civile, avec des organisations féminines qui défendent les femmes? Parce qu'en fait, vous savez, la prise en compte des besoins des populations, d'ores et déjà, nous savons que l'État a un rôle régalien par rapport à cela, mais l'État ne peut pas tout faire. Et la société civile a toujours joué un rôle parallèle pour adresser les besoins au sein des communautés. Ici au Sénégal particulièrement, la société civile a un rôle prépondérant dans le dynamisme de la société sénégalaise, dans la vie de tous les jours, si bien que des individus viennent même du Rwanda, du Togo, etc., pour apprendre de cette collaboration que nous avons entre la société civile et les structures étatiques, qui n'est pas nécessairement une réalité dans d'autres pays.
Et donc, cette société civile joue un rôle tout aussi important pour adresser les besoins de sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire, la good gouvernance, la bonne gouvernance, les questions sécuritaires, etc. Et donc, pour nous, ce projet, par essence, voulait vraiment travailler avec les organisations de la société civile de femmes, parce que ce sont elles qui sont à la base. Ce sont elles qui prennent en compte les besoins des femmes et les besoins des communautés dans leur ensemble. Mais et surtout, le projet vise à rendre la société civile sénégalaise plus forte. Si vous regardez un peu l'historique des femmes, les porteuses de pancartes, des exemples que nous avons comme Aram Diène, nous avons eu d'antan une société civile sénégalaise très dynamique qui a gagné des combats historiques, pas plus tard que la parité. Et en un moment donné, entre 2015, disons 2013 et à ce jour, il y a eu un affaiblissement de ce mouvement associatif féminin pour plusieurs raisons. Parce que justement, ces femmes que je viens de citer, qui ont créé des organisations à zéro coût, qui ont investi leur patrimoine, ont mis leurs bijoux dans ces organisations-là. Ce sont des femmes d'âge en ce moment qui ont besoin de relève intergénérationnelle, qui ont besoin que les jeunes apprennent d'elles. Et donc, ce projet, c'est ce qu'il fait. Il amène cet aspect de leadership transformationnel et de relève intergénérationnelle. La société civile, je l'ai dit tout à l'heure, est très impliquée dans les questions de gouvernance. La société civile est très prompte à pointer du doigt nos dirigeants pour leur dire « vous n'avez pas bien géré » et leurs organisations. Comment est-ce qu'ils gèrent leurs organisations? Parce que ces organisations sont des institutions, comme l'État est une institution. Ils ont besoin de financement aussi. De financement, de renforcement, donc de crédibilité. Et donc, cette question de leadership transformationnel, nous l'amenons au sein des organisations de la société civile. La relève intergénérationnelle, M. Ba parlait tout à l'heure des jeunes et leur rôle dans l'agriculture, mais leur rôle, c'est à travers toutes les sphères de la société sénégalaise. Comment les amener à être beaucoup plus impliqués dans les associations et apprendre des aînés pour pouvoir aider aussi à utiliser l'éthique, etc., utiliser ces outils que les femmes n'utilisent pas souvent. Nous amenons des volets comme les masculinités positives. La prise en compte des droits des femmes et des jeunes filles, l'amélioration des droits des femmes et des jeunes filles, qui est l'essence du VLF, ne date pas d'aujourd'hui. Si vous regardez depuis des millénaires, on parle de prise en compte, mais amélioration des droits des femmes et des jeunes filles. Mais comment le faire? Comment contourner les défis auxquels les organisations ont fait face jusqu'ici? C'était ne pas adresser les questions de femmes en se disant c'est nous contre les hommes. C'est amener cet aspect de collaboration avec les hommes pour pouvoir faire avancer ce combat. Faire porter notre plaidoyer, parce que vous savez, si vous allez dans quelques communautés que ce puisse être, ou dans des concessions, quand une femme a un problème avec son mari et qu'elle s'en plaint, on lui dira va voir ton oncle tel, ou va voir ton grand-père tel. Donc dans nos sociétés, nous avons foncièrement et toujours eu des hommes qui croyaient que la femme devait avoir un meilleur être, devait vivre dans de meilleures conditions. Et donc, cette masculinité positive, nous la menons en essayant d'identifier dans nos communautés et dans nos organisations quels sont les hommes qui sont là, avec qui nous devons travailler ensemble pour faire améliorer ces conditions. Un autre élément pour nous, c'est l'intersectionnalité. Par intersectionnalité, nous parlons de toutes les formes de discrimination auxquelles les femmes font face. Souvent, quand on parle d'intersectionnalité dans les organisations, est-ce que vous travaillez dans le domaine de l'intersectionnalité? Est-ce que vous prenez en compte les discriminations? Elles disent oui, nous travaillons avec les femmes en situation de handicap. Alors que ça seulement, ce n'est pas une discrimination. Nous, à travers chaque femme sénégalaise, parce que nous parlons de la société sénégalaise, travers chaque femme sénégalaise, à commencer par vous, à commencer par moi, il y a une discrimination. Une femme peut être là, bien habillée, dans son foyer et traverser 5 discriminations ou 7 discriminations. Donc, comment nous assurer que les organisations de femmes ne regardent pas au-delà de ces discriminations et prennent en compte toutes les formes de discrimination qui sont dans les communautés? Parce que la discrimination qui est notée à Dakar est différente de celle qui est à Kédougou, qui peut être différente de celle qui est à Sédhiou. Le tout dernier point pour nous, en prenant en compte cette amélioration des droits, c'est l'innovation. On ne peut pas faire autrement sans amener l'innovation. C'est comment mieux faire ce qui a été fait jusqu'ici. C'est féliciter d'abord celles qui ont fait jusqu'ici. Quand on parle
de nos sphères politiques. On ne peut pas parler sans mentionner Yewi, on ne peut pas parler sans parler de Marie-Angélique Savané et d'autres figures emblématiques. C'est féliciter, remercier ce qui a été fait jusqu'ici, mais aussi amener des outils, des éléments, des approches qui pourraient nous permettre d'adresser ce combat d'une manière plus holistique et aussi en prenant en compte les réalités de nos jours. Est-ce que, en dehors de la société civile, vos combats, vous les menez de concert avec l'État du Sénégal, vu que dans vos projets, surtout celui VLF, il y a des similitudes avec ceux de l'État du Sénégal? Absolument. J'ai parlé tout à l'heure de synergie. On ne peut pas faire sans travailler avec différentes institutions. Le travail que nous le faisons, il est dans un cadre normatif. Et notre cadre normatif, ce sont les instruments internationaux ratifiés par nos États, implémentés au niveau national. Et donc, nous avons des cadres nationaux qui existent ou quelquefois qui n'existent pas, mais au Sénégal, en général, nous avons des cadres qui s'alignent avec les conventions et les résolutions qui ont été ratifiées au niveau international. Donc, pour nous, ce que nous faisons entre dans un cadre normatif d'une part, et d'autre part, nous devons absolument et incontournablement travailler avec l'État du Sénégal. Et c'est ce qui est super et formidable au Sénégal. À travers leurs projets ou les institutions financières mises en place? À travers toutes les institutions, à travers les sectoriels, à commencer par le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, qui est notre ministère de tutelle. J'ai parlé tout à l'heure de la SNEG. Ce que nous faisons vient renchérir ce dont il s'agit au sein de la SNEG. Nous venons renforcer le rôle régalien de l'État. J'ai parlé tout à l'heure de notre contribution à hauteur de 171 millions de francs CFA l'année dernière sur les questions de la COVID, mais ça ne venait que renforcer le panier de l'État. Ça ne venait que appuyer l'État qui a demandé d'ailleurs à un moment donné à tous les bailleurs, venez me rejoindre, venez contribuer au panier de l'État. Nous n'avons certes pas mis ce panier directement, ou cette enveloppe directement dans le panier de l'État, mais nous avons accompagné l'État parce que nous savons que cet argent allait vers les populations et parallèlement, nous sommes allés directement. Donc, ce que nous faisons, nous le faisons absolument et on ne peut pas contourner nos politiques. Et surtout, et je le disais tout à l'heure, les lois sont importantes. Elles régissent ce qui se dit à la base. Et donc, c'est une collaboration intrinsèque. Si nous voulons améliorer les droits des femmes à la base, il faut absolument qu'on soit impliqué avec les parlementaires, il faut qu'on soit impliqué avec les ministres, il faut qu'on soit impliqué avec tous les acteurs, l'ensemble des acteurs, pour pouvoir travailler ensemble en synergie et adresser ces questions-là. D'accord. Alors, Madame Barry, on voit qu'avec l'État du Sénégal qui a mis en place des projets pour aider les femmes et les jeunes filles, je pense par exemple à l'ADER, entre autres, mais la demande des femmes pour qu'on les accompagne, elle reste toujours forte. Alors, à votre niveau, au CICI, est-ce que vous avez pris en compte cette demande qui est forte et que comptez-vous faire pour vraiment accompagner ces femmes-là dans ce domaine? Oui, on a pris en compte ces demandes-là parce que sachant l'existence de tous ces fonds-là et des programmes de promotion de l'entrepreneuriat féminin, le CECI accompagne le gouvernement sénégalais pour l'amélioration économique du pouvoir des femmes à travers des projets, comme je vous ai parlé, des fonds thématiques par rapport à la résilience face au Covid. Donc, avec non seulement les avicultrices, mais il y avait aussi un volet c'était avec 6 partenaires. Et il y a d'autres projets à venir pour appuyer les femmes, pour les aider à avoir plus confiance en elles, à accéder aux ressources et surtout à avoir le contrôle sur ces ressources-là. Et aussi à contribuer dans l'économie sénégalaise à titre d'égal et être valorisées dans leur rôle d'actrice du développement. Malheureusement, l'émission tire à sa fin. Monsieur Ba, ce sera votre dernier mot en répondant à cette dernière question. Bien sûr, on est dans un contexte de Covid-19 qui a presque impacté tous les secteurs d'activité. Est-ce que vous avez pris en compte cette crise sanitaire dans vos accompagnements à l'endroit de ces jeunes-là? Oui, et vous concluez en même temps. Merci beaucoup. Alors,
Oui, effectivement, nous avons pris en contexte des programmes qu'on appelle, comme l'a dit ma collègue tout à l'heure. On a déployé en fait des appuis plus stratégiques au niveau des jeunes. Et c'est un fonds qui provenait du repas. Donc, on appelle ça le projet SAVE, où on a doté des jeunes de 100 poussins avec des intrants. Et ils ont été impactés par cette crise sanitaire? Justement. Donc, il n'y avait pas d'aliments de bétail, toutes ces choses-là. Et on a déployé au sein du pays à l'ensemble des 9 régions dont je parlais. Et également, revenir très rapidement au niveau pratique, nous avons initié pendant la COVID, disons, un projet qui s'appelle Stage Rural. C'était la première édition où nous avons sélectionné quelques jeunes. Dans ces jeunes-là, on les a amenés dans des exploitations familiales pour apprendre pour la diversification en fait du secteur. Donc, il y a un sentiment d'appartenance. Également, quelqu'un qui était en élevage voulait faire du maraîchage dans le but de les appuyer. À la fin de ce stage-là, ils ont fait à peu près 60 jours et on les a accompagnés après pour essayer de se doter d'une forme de diversification agricole. D'accord, on aura l'occasion d'y revenir puisque vous serez là en novembre, je pense, pour parler des jeunes et l'agriculture. Votre dernier mot, M. Ba? Alors, c'est un grand plaisir d'être ici. Je pense que ce qu'il faut retenir, au-delà de tout ce que nous faisons, nous sommes des experts en matière de développement et le développement ne peut pas être atteint sans une bonne gouvernance. Et la volonté aujourd'hui de se rappeler que ce soit les femmes, comme la mission du CECI, c'est de combattre la pauvreté, qui change des vies, l'exclusion et les inégalités. Et le développement aujourd'hui passe par, disons, une bonne pratique de ces projets, de ces thématiques, et de se rappeler que la jeunesse, en parlant de l'intergénération, les jeunes aujourd'hui constituent un potentiel de croissance, également les femmes, dans le but d'arriver à un monde meilleur. Donc voilà un peu. Merci, M. Ba. Alors, Dialikatou Barry, volontaire conseiller en gestion entrepreneuriat féminin, on vous remercie pour d'être là. Merci. Votre dernier mot? Merci, Madame Diallo. Et je voudrais juste dire que la réduction de la pauvreté et l'égalité entre les genres passe inéluctablement par la sécurité économique des femmes. Et cela dépendra dans une grande mesure à l'accès à un emploi décent ou à un revenu viable. D'accord. C'est pourquoi l'amélioration du pouvoir économique des femmes est très importante dans le développement de tout pays, et notamment du Sénégal, qui a une représentation quand même majoritaire des femmes. Et même si il faut noter que c'est la place du Sénégal actuellement quand même est une place de choix dans la sous-région, mais il y a beaucoup encore à faire. D'accord, nous aurons l'occasion d'y revenir puisque vous serez notre invité avec des femmes qui sont bénéficiaires des projets mis en place par CECI, et ce sera le 5 octobre prochain. Madame Warengay, merci vous aussi. Votre dernier mot, c'est quoi? Ce fut un honneur et un privilège d'être sur ce plateau, toujours pour parler des besoins des femmes et des jeunes filles à la base, à travers le Sénégal. Et mon dernier mot, c'est remercier toutes les institutions qui travaillent à un meilleur être, j'aime bien le dire, un meilleur être des femmes. Il faut le dire, les femmes souffrent. Et lorsqu'on demande à avoir de meilleures conditions, ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est pour mieux servir nos communautés. Parce que nous le savons, les femmes font tout pour les communautés. Et donc, améliorer leur vie, c'est tout simplement renforcer le développement de nos pays. Et donc, il serait important que l'on puisse investir davantage au développement humain de nos communautés. Merci beaucoup. D'accord. Ce fut aussi un plaisir de vous accueillir dans nos studios à la Trade FM. C'était donc Warengay, chef projet VLF Sénégal, voix leadership des femmes au Sénégal. Dialikatou Barry Diallo, volontaire conseillère en gestion entrepreneuriat féminin au CECI. Et Souleymane Ba, volontaire également, conseiller en engagement et inclusion des jeunes en agriculture à cet organisme. Et ce sera comme ça jusqu'en décembre prochain. Donc, rendez-vous est pris pour l'émission prochaine le 5 octobre à la même heure. Bonne suite des programmes. Je rappelle que c'était Amir Doudiar à la partie technique. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi. Tout de suite, le journal. CECI en parle, une nouvelle série d'émissions radio mensuelles présentées par CECI Sénégal.
CECI, Centre d'études de coopération internationale, est une société canadienne à but non lucratif. Sa principale mission, combattre la pauvreté et l'exclusion sociale. Depuis 1984, CECI travaille, entre autres, au renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles de la société civile, au développement économique durable dans le milieu rural, à la sécurité alimentaire et à l'égalité entre les femmes et les hommes, abordant des thèmes différents à chaque émission et sur des sujets qui intéressent les femmes et les jeunes Sénégalais. Une animatrice s'entretient avec des spécialistes du CECI Sénégal. Un rendez-vous à ne pas manquer. CECI en parle, votre nouvelle émission thématique sur Trade FM 88.1.